et bienvenue dans cet épisode bonus d'After Cinéma qui vient en complément de nos top 10 films. Cette fois, on laisse l'épreuve reine de tout le cinéma de côté et on va se faire sa petite sœur, que d'aucuns jugeront moins bien ou mieux, on saura. Les séries, puisqu'on va faire notre top 3 séries. Donc là, cette fois, on va faire ça de manière plus simple que pour le top 10 films. C'est-à-dire que chacun va exprimer son top 3 séries. Donc on aura chacun des différents. Et on n'abordera pas forcément de top séries after cinéma, mais c'est pas grave. Et puis, on va pouvoir y aller. Comment ça va l'équipe ? Hello Walid, ça va bien? Super, hello Walid. Ils sont très déter, très contents et contentes de parler de séries exceptionnellement, ou peut-être pas, on verra. Et juste avant de se lancer dans nos top séries, première question, c'est quoi votre consommation de séries, votre rapport à la série, par rapport au cinéma, etc. Voilà, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Moi, je consomme pas mal de séries. La majorité, on les regarde ensemble avec Nina. Il y a, je pense, cette année 2-3 séries qu'on n'a pas vues ensemble, mais ça reste exceptionnel. Donc, je pense qu'à l'année, on a dû voir, une quinzaine, voire une vingtaine de séries, quand même, qui est pas mal. Franchement, on regarde beaucoup de séries. On regarde souvent le soir en mangeant avant ou après manger. Enfin bref, tout le temps le soir, quoi. Mais donc en vrai, on regarde pas mal de séries avec Nina. Hein. Ouais, on regarde beaucoup de séries et je trouve je pense qu'on a un peu des affinités différentes sur certaines séries. Donc c'est là où on va regarder des séries chacun de notre côté, mais on arrive quand même à trouver des choses qui nous rassemblent. Donc je suis alignée avec Gaspard. Moi, je regarde beaucoup de séries aussi. Autant, je trouve, on regarde autant des séries télé, enfin de chaînes historiques que de plateformes. Et moi, j'ai l'impression de regarder quand même plutôt des séries françaises. Je pense que ça va s'illustrer dans mon top, même si j'adore les séries inter, mais cette année, en tout cas, c'était principalement des séries françaises. Et vous ? Moi, je regarde pas mal de séries. J'aime beaucoup l'idée du rendez-vous et d'avoir des histoires à suivre avec une intrigue où souvent il y a un peu de suspense. Et je trouve que parfois, pour moi, c'est un peu difficile de me motiver à aller au ciné et que je trouve qu'une série, pour moi, peut être équivalent dans ma motivation à regarder un truc qu'un film. Et je trouve que d'ailleurs, cette année, j'ai vraiment vu des séries hyper bien. Voilà, on en regarde peut-être un peu moins que vous, j'avoue, et surtout pour le coup j'ai un peu de mal à me lancer rapidement dans une série et à me dire autant que pour un film, j'ai envie d'y aller, parce que je sais que ça peut être long et j'aime pas commencer une série et arrêter, et du coup je peux avoir vraiment du mal à me lancer, et souvent je vais avoir besoin que quelqu'un me la recommande pour pouvoir me lancer. Et toi ? Ouais, moi de mon côté, je regarde moins de séries que vous, j'ai moins d'affinités. Pourtant, plus jeune, j'en ai eu pas mal. Enfin, en fait, c'est un peu les courbes se sont un peu croisées, c'est-à-dire qu'avant, j'allais moins au ciné, c'était plus un événement d'aller au cinéma, mais je regardais beaucoup de séries, notamment à la télé, parce que voilà, je regardais beaucoup la télé. Aujourd'hui, maintenant que j'ai beaucoup plus accès à la salle de cinéma et que j'y vais sur une base beaucoup plus régulière, et je regarde beaucoup moins de séries. Et les séries que je regarde vont plutôt être en fait un peu rattachées au cinéma entre grosses guillemets, c'est-à-dire que les séries que je regarde le plus, c'est les mini-séries, c'est-à-dire ces séries-là qui vont avoir un nombre d'épisodes donné où l'histoire qui commence au début va se finir, et il n'y a pas vocation à avoir une saison 2. Souvent dans les mini-séries, on va avoir un réalisateur ou une réalisatrice un peu reconnue du cinéma qui va venir faire ce projet-là, ou alors des acteurs, des actrices reconnues du cinéma. Donc souvent c'est un peu les projets que je vais plus avoir tendance à suivre, parce que en fait ils finissent par être un peu des films un peu plus longs, et donc du coup ça me plaît carrément. Et peut-être que je me trompe, mais souvent il y a un peu plus d'ambition, de mise en scène, de narration, de moyens dans les mini-séries que dans les séries classiques. Mais voilà, mais après ces dernières années j'ai quand même pris certaines claques de séries, notamment Severance, qui est l'une de mes meilleures séries que j'ai vues de ma vie, et dont j'attends la saison 2 impatiemment en 2025. Voilà.
Et juste, je sais pas si vous avez commencé comme ça aussi, les séries, mais moi, c'était les premières séries que j'ai regardées, un peu comme toi, c'était des séries télé. Et du coup, j'avais un peu un guilty pleasure à les regarder parce que c'était en rentrant de l'école et tu savais qu'il fallait que tu taffes, mais il y avait ce truc qui avait commencé, t'avais envie de regarder, tes parents te mettaient la pression pour que t'ailles faire tes devoirs. Et du coup, j'ai un peu gardé ce plaisir-là coupable de regarder une série. Moi, je pense que, en fait, j'avais pas la télé et je pense que justement, ça participait un peu d'une frustration. Et par contre, je me souviens quand j'allais à l'hôtel, il y avait toujours les trucs genre les experts et tout. Et c'était un de mes plus grands plaisirs d'enfance. Et je pense que ça, en étant adulte et indépendante, ça m'a donné l'envie effectivement de regarder des séries télé. Et je pense, enfin, je sais pas toi, Gaz, pourquoi t'aimes particulièrement les séries. Mais moi, par exemple, à la différence des films, mais sans vouloir particulièrement comparer, c'est que je trouve que le fait que ça dure plus longtemps permet plus de s'attacher aux personnages et d'avoir un peu un développement de leur personnalité et toutes les choses comme ça. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai une affinité aussi particulière avec la série. Moi, j'ai toujours eu un blocage avant où je trouvais que les séries, c'était le nouveau truc qui montait, mais moi, je restais bloqué sur le cinéma et je disais, ouais, les séries, c'est nul, le cinéma, c'est mieux. Et en fait, j'ai au fur et à mesure changé d'avis. Et puis, vu que Nina, elle regardait pas mal de séries quand on s'est mis ensemble, ça m'a aussi débloqué sur ce point-là. Et quand même, la série, moi, ça me permet de pouvoir s'arrêter au bout d'une heure, là où je déteste couper un film. 1 heure ou 20 minutes ou quoi, mais en tout cas, je trouve que c'est un avantage qu'a la série. Et c'est aussi un rendez-vous régulier que t'attends, donc c'est quand même excitant. Et aujourd'hui, je trouve que les séries, enfin, je retrouve des trucs que j'aime au cinéma, je les retrouve maintenant dans la série, alors qu'avant, je trouvais que c'était pas le cas. Donc ça, j'aime bien. Ouais, mais ça, pardon, on fait un peu long sur notre rapport aux séries, mais c'est intéressant. Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir vos avis. Est-ce que vous préférez les séries où les épisodes sortent une fois par semaine? Moi, j'ai l'impression d'avoir une vraie nostalgie là-dessus, où je me dis les séries qui sortent d'un coup, souvent, du coup, ils vont moins me marquer, moins être cet aspect un peu rendez-vous régulier que je vais attendre. Je sais que la dernière série où il y avait vraiment le rendez-vous où j'étais impatient, c'était Succession, où j'ai rattrapé un peu les trois premières saisons, et la quatrième qui était la dernière, je l'ai regardée pendant sa sortie, et donc chaque épisode sortait chaque semaine. Quand je terminais l'épisode, je regardais le teaser de l'épisode de la semaine d'après, etc. Et je trouve que c'est un truc qui disparaît un peu et qui me manque un peu. Je sais pas si ça fait une différence pour vous dans votre appréhension des séries. Bah moi j'aime bien. Après je trouve qu'à un moment ça avait peut-être disparu. J'ai l'impression que c'est de nouveau la mode. Je sais qu'Apple le fait, mais moi j'aime bien ce concept. Moi, j'aime bien. Un épisode, je trouve ça un peu court. J'aimais bien quand il y avait 2 épisodes avant. Mais par contre, je trouve que des fois, ça nous donne peut-être un peu trop de tolérance par rapport à des séries qu'on n'aime pas. Et en fait, comme en fait, t'as pas le temps vraiment d'être lassé. Alors que j'aimais bien aussi quand les séries sortaient d'un coup. Enfin, quand t'as binge-watch une série en une après-midi, c'est que vraiment t'as adoré. Alors que là, t'as plus trop la possibilité de ressentir ça, je trouve. Parce que si t'arrives vraiment à enchaîner les épisodes, c'est que t'es dedans, c'est qu'il y a un rythme qui fonctionne. Et quand il y a un épisode, je trouve que des fois, c'est un peu, ça te permet pas d'avoir ce sentiment-là. Et vous? Moi, j'aime bien aussi, et surtout parce que j'aime bien entre 2 épisodes. Je me rappelle notamment que, par exemple, quand D'Argent et de sang est sorti cette année et qu'on se voyait régulièrement, en fait, chaque fois, on en parlait en étant hyper excité d'attendre le prochain, en faisant un peu des scénarios sur ce qui pouvait se passer et tout. Et du coup, j'aime bien cet entre-deux où du coup, tu as une vraie pause et tu peux en parler avec les gens en ayant un peu l'excitation du prochain épisode et de pouvoir après pouvoir en reparler au prochain épisode. Donc, moi, c'est plutôt un truc qui fonctionne sur moi. Et ben c'est parti. Alors du coup, donc comme je l'ai dit, le fonctionnement, c'est on va faire un peu un tour de table à chaque fois, dire notre top 3, puis notre top 2, notre top 1. Voilà, l'idée c'est de vous faire plein de recommandations de séries qu'on a appréciées cette année. Je sais que les uns et les autres, on a des séries un peu différentes à mettre en avant, et puis certains en commune. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc on va sans plus tarder commencer avec le top 3. Alors du coup je vais commencer. Donc je vais commencer par ma troisième série préférée de l'année. Cette série, c'est Samuel, qui est sortie sur Arte. Donc ça raconte en fait la vie très normale et classique d'un enfant de 14 ou quelque chose comme ça, qui est fin de primaire, début collège. Donc c'est une série d'animation
qui est très touchante, très bien dessinée. Enfin, le style de l'animation, moi j'ai adoré. Je suis pas rentré dedans tout de suite. Je pense que donc c'est des mini épisodes de 3 minutes, 4 minutes. Je suis pas rentré dedans tout de suite, mais au bout du 5e épisode, j'étais complètement fan. J'adorais le fait des mouvements de pseudo-caméra qui sont créés dans cette série. C'est ce qui m'a marqué le plus. Et l'histoire de ce petit garçon, elle m'émeut pas plus que ça, mais c'est plus le style et le visuel qui me parle, donc c'est ça qui me marque quand je repense à cette série. Donc Cinéra, toi c'est ton top 1, c'est Samuel. Moi, j'ai mis Samuel en top 1 parce que c'était vraiment un vrai coup de cœur. Beaucoup plus que pour les films, j'ai vraiment eu aucun mal à le mettre en top 1. Parce que je trouve ça brillant et que ça m'a vraiment énormément touchée. Et je pense que la recette qui fait que ça a eu autant d'effet sur moi, c'était que c'est à la fois des dessins extrêmement simples, presque des dessins d'enfants, et que en même temps ça parle de... Enfin, je trouve que les émotions qui sont abordées, la manière dont elle vient un petit peu réactiver en nous ce qu'on pouvait ressentir quand on avait cet âge-là, est assez complexe. Et moi, j'ai vraiment eu une identification à ce petit garçon, à quel point il pouvait avoir l'impression de vivre des choses intenses, alors que toi, quand tu es adulte et que tu revois sa vie, tu te dis qu'en vrai, c'est des trucs qui ont peu d'importance, mais que pour lui, ça a l'air énorme. Et je trouve qu'elle vient hyper bien retracer, en étant adulte, un peu la banalité de la vie quotidienne d'un enfant, tout en montrant l'intensité que ça peut avoir pour lui. Je trouve que les musiques qui sont choisies, elles sont super. Et il y a plein de musiques que j'ai ajoutées à ma playlist parce que j'ai trouvé qu'elle avait grave réussi à les sublimer. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'épisodes qui était hyper beau, notamment l'épisode où par exemple il y a la grande Julie qui danse, où je trouve qu'en termes de chorégraphie c'est hyper chouette. Et voilà, enfin, en vrai je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a plein de moments où je vais regarder juste des épisodes comme ça parce que je regarde un épisode de 4 minutes et c'est pas long, et en fait je retrouve un peu l'émotion que j'ai pu avoir quand je regardais les épisodes. Et voilà, franchement, je trouve que c'est brillant, et je sais même pas si j'attends une saison 2 ou pas parce que j'aurais trop peur d'être déçue tellement j'ai trouvé ça bien. Et voilà, je peux que la recommander. Et en fait, oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que Gaspard disait hier que quand il avait parlé d'Emilia Pérez, qu'il avait eu un coup de cœur et qu'il s'en fichait un peu de ce qu'on pensait. Et en fait, je trouve que c'est ça, pour moi, un vrai coup de cœur. C'est quand, peu importe si les gens aiment ou pas, toi, t'es persuadé que c'est du génie. Et moi, j'ai un peu ce truc-là avec Samuel, et donc c'est pour ça que je sais que c'est un coup de cœur. C'est qu'en vrai, même quand les gens me disent j'ai bof aimé, ça me fait vraiment rien du tout. Je continue à autant aimer, quoi. J'en doute pas une seule seconde. Ouais, et bah moi du coup c'est également mon top 1. Je l'ai mis top 1 pour des raisons un peu égoïstes, je dois te dire, parce que habituellement, en fait, ce critère-là de parler de moi, d'une série qui me parle directement de moi, ça va pas forcément, ou d'un film d'ailleurs, ça va pas forcément être un point positif. Il y a des films que je mets top 1. L'année dernière, j'ai mis Le Procès Goldman. Je suis ni un anarchiste d'extrême gauche des années 60, ni de la famille Goldman, mais pourtant ça m'a énormément touché. Là, cette année, je suis pas de Salvador Dali. Mais là, cette fois, bien égoïstement, j'ai mis Samuel parce qu'en fait, très bizarre, je vais le dire très bêtement, mais je suis Samuel. Mais pas de manière exclusive. Il y a plein de gens, je pense, qui ont vécu ça, qui se sont dit, je suis Samuel, je suis Dimitri, je suis Corentin, je suis la grande Julie, je suis Bérénice. Et voilà, c'est hyper égoïste. C'est pas forcément des critères de qualitatif, mais c'est une pure capsule temporelle en fait. C'est ni une série qui a une nostalgie des années 2000, parce que du coup, il faut le dire, pardon, je l'ai pas mentionné, mais Émilie Tronche, la créatrice, est née en 96 et elle parle de son enfance. Nous, on est nés en 98, donc les références de son enfance s'appliquent parfaitement à nous. On est sur les mêmes créneaux, et il n'y a ni une nostalgie un peu aveugle de dire c'était génial et c'était mieux avant, ni un déni ou une volonté de montrer les travers de cette époque, de cette enfance. C'est vraiment un voyage dans le temps. C'est le pouvoir d'une série de nous faire voyager, de nous faire revivre la drague sur MSN, le désespoir associé à des amours enfantins non réciproques, les amitiés éphémères en vacances où on se promet
jamais qu'on va se reparler et puis en fait on se donne jamais de nouvelles, les déceptions amoureuses, les feuilles doodle, tout ça, voilà, c'est les matchs de football à la télé, tout y est et du coup bah moi c'est un pouvoir magique en fait cette série, c'est magique, c'est un voyage dans le temps, j'ai revécu mon enfance, donc bah voilà, je remercie la créatrice parce que bah, c'était vraiment génial et je suis bluffé parce que vous avez mentionné tous les autres éléments mais l'animation etc sont pas forcément les plus ambitieuses, mais moi chaque épisode toutes les thématiques moi ça prenait le décès précoce d'un grand-parent dans l'enfance et le premier rapport à la mort, les vacances à l'été avec ses cousins plus grands avec qui on a envie de traîner, non c'est parfait sur toute la ligne et voilà, ça a une forme de doudou, donc il y a quelque chose un peu aussi pas forcément hyper sain, mais moi je retournerai voyager dans le temps dans cette période-là, dans mon enfance, autant de fois que j'en aurais envie à plein de périodes de ma vie, et je pense que si un jour je dois montrer à mes enfants à quoi ressemblait l'enfance dans les années 2000, dans ses joies, dans ses désespoirs, dans ses malheurs, dans ses super moments, bah je montrerai Samuel. Voilà. Alors moi, mon top 3, j'ai longuement hésité, comme tout le monde a pu le voir ici, parce que j'avais plusieurs séries que j'ai aimées pour des raisons différentes, mais que j'arrivais pas particulièrement à distinguer. Donc j'ai décidé de parler d'une série qu'on a découverte aussi à Série Mania avec Gaspard, qui s'appelle Homejacking. Parce que là ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a vu, donc je pense que j'ai un peu perdu l'enthousiasme qu'on avait au départ. C'est pour ça qu'elle s'est pas distinguée tout de suite, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment eu des émotions fortes en regardant cette série. On y était allé un peu par hasard en plus à Série Mania, et on avait tous les deux voulu la continuer ensuite quand elle est sortie sur OCS. Homejacking, du coup, c'est une série qui parle d'un homejacking, donc la série porte bien son nom, qui se passe dans une grande maison d'un couple, et donc tout le mystère est autour de pourquoi la personne a commis ce homejacking, et voilà. J'ai trouvé que c'était une série... En fait, c'est une série qui est quand même très originale, qui est très tendue. Il y a beaucoup, ce dont vous parliez hier avec le successeur. Il y a des vrais twists et des twists très forts, même si, pour le coup, dans ce cas-là, je trouve qu'il y a des éléments qui manquent de vraisemblance, et pour en avoir parlé avec certaines personnes qui les ont dérangés, mais je pense que nous, dans notre cas, on n'a pas du tout eu un problème avec ça et on a complètement adhéré au projet. Moi, il y a un acteur que j'adore dans cette série, qui est de plus en plus, notamment au cinéma, qui s'appelle Yannick Chouara, et qu'on a vu aussi au théâtre, et je trouve qu'il joue vraiment très bien dans cette série. Et surtout, ce que j'ai aimé, et je pense qu'on s'est aussi noté, c'est que c'est une arène un peu particulière, c'est que tout se passe dans une sorte de maison complètement vitrée et isolée, qui dispose en plus de plein de souterrains sous cette maison. Et tout a lieu un peu ici, c'est un peu une histoire entre présent et passé, et j'ai trouvé que c'était hyper bien ficelé et en même temps sans prétention, et avec des acteurs qu'on n'avait pas non plus l'habitude de voir, et comme on se le disait hier, je trouvais ça aussi cool de découvrir des acteurs qui étaient assez frais, assez... Voilà, je sais pas si Gas, tu veux ajouter quelque chose. Ouais, je vais ajouter le fait que moi, c'est ma deuxième série préférée de l'année. Donc voilà, je suis totalement aligné avec Nina. J'aimerais juste souligner le fait que aussi, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer, ou à ce qui se passe en fait. T'as un épisode, d'ailleurs c'est des épisodes courts, donc ça aussi, moi j'aime bien. Donc je crois que c'est une 30aine de minutes, même pas. Ça j'aime vraiment bien. Et donc en fait, à chaque cliff, à chaque fin d'épisode... tu t'attends pas du tout à ça, et ça, à chaque fois tu dis ça va se terminer, parce que là l'histoire t'as l'impression que ça va se terminer, et puis hop il t'ajoute un nouveau nœud, un nouveau problème, et effectivement une fois que t'as adhéré au concept et tout ça, parce que c'est vraiment c'est presque une série à concept, hein, mais une fois que t'as adhéré, tu signes, hein, et franchement ça se regarde sans fin. Et c'est juste super. pour rajouter quelque chose, moi ça m'a aussi un peu fait penser à la série qu'on a vue tous ensemble aussi, qui s'appelle Disclaimer, dans ce truc où en fait tu trompes le spectateur est vraiment trompé presque tout du long, et en fait, mais t'as une tromperie heureuse à la fin. T'es contente comment on t'a trompé, et ça je trouve ça très réjouissant.
Et bah moi en troisième j'ai mis Mon Petit Renne. Bon je sais pas si je pitch la série parce que ça a quand même eu une grosse fame, mais bon donc l'histoire vraie d'un humoriste qui a été victime d'harcèlement par une érotomane. C'est une série qui m'a vraiment plu. J'en parlais dans le top film, mais c'est une série qui a grandi en moi, enfin en tout cas qui m'est restée parce que je l'ai regardée assez rapidement. Comme on dit, je l'ai bingé parce qu'elle était sur Netflix, tous les épisodes étaient dispo d'un coup. Mais quand même chaque épisode avait quand même son histoire, le malaise qui était autour aussi. Je pense qu'en 2024, c'est l'année où j'ai découvert que j'aimais vraiment le malaise au cinéma et dans la fiction. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la narration, l'humour aussi qui en ressort par moments. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu la primer en numéro 3 dans mon top 3. Moi, pour le coup, je l'ai regardé. J'avoue que j'ai arrêté assez vite parce que j'étais vraiment trop mal à l'aise. Mais j'aime bien le potentiel de la série et j'aimais bien le pitch initial. Ouais, moi aussi, je dois ajouter que sur Mon Petit Renne, j'étais trop mal à l'aise, mais je sais qu'elle a eu un vrai succès et je pense qu'un jour, je retenterai. Ouais, surtout, en fait, juste pour dire en 2 mots, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect, la relation avec l'érotomane, en fait, au bout d'un moment, la série s'affranchit un peu de cette relation avec l'érotomane pour vraiment parler de l'humoriste. Et ça, c'est un peu, entre très grosses guillemets, un twist, mais c'est que la série est pas vraiment, en fait, totalement centrée sur ce harcèlement, mais plutôt sur, en fait, ce harcèlement, qu'est-ce qu'il a réveillé chez l'humoriste et pourquoi et qu'est-ce qui, dans son passé, a fait qu'il a été vraiment très marqué par ça. Et donc après, les épisodes se concentrent sur son passé. C'est assez violent et très dur. Enfin, pour les personnes sensibles là-dessus, je pense qu'il faut passer son chemin. Mais par contre, ça devient vraiment bien. Et moi, du coup, j'étais content que ce soit pas 8 épisodes de une relation malaisante avec une érotomane. Voilà. Mon top 3, c'est la série La Fièvre, qui était sortie sur MyCanal et qui parle d'une jeune femme qui travaille dans un espèce de cabinet qui fait des sondages et qui va un peu au début gérer l'image publique d'un joueur de football. Et à travers cet univers-là, la série parle beaucoup de politique, de la montée de l'extrême droite et de l'enjeu des réseaux sociaux dans la politique actuelle. Et je trouve que en fait, ça. Enfin, j'ai trouvé que l'actrice principale, je crois que c'est Nina Meurice. Elle joue extrêmement bien. J'étais vraiment assez, moi, prise dans le scénario. J'ai trouvé que ça pouvait... alors, effectivement, peut-être de manière un petit peu trop extrême et peut-être avec des gros sabots, peut-être parfois, mais en tout cas, ça parlait plutôt bien de notre époque et ça apportait une lecture qui n'était pas totalement inintéressante. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je trouve que c'était un sujet qui était assez intéressant et assez original. Et donc voilà, moi je l'ai vraiment assez regardé de manière assez facilement et j'en garde un assez bon souvenir, même si j'ai bien vu je crois qu'elle n'a pas été vraiment adulée de la critique. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, vu que vous l'avez tous vu, sur pourquoi vous l'avez mis ou pas mis dans votre top. Moi, je l'ai mis dans mon top 2. Je vais prendre la suite de Snéha, puisqu'après, je sens que les avis vont un peu s'opposer. Moi, franchement, je suis très alignée avec ce que tu dis. J'ai trouvé que c'était hyper original, hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et je comprends la critique qu'on peut lui faire. Je ne sais pas si c'est celle que vous ferez, mais dans ce côté un peu manichéen qu'il y a, notamment entre ces deux femmes. Mais moi, ça ne m'a pas dérangée. Et j'ai complètement adhéré à leur personnalité. J'ai trouvé ça intéressant que ça soit dans l'arène du foot. Voilà, moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça tendu, intéressant. Et voilà, c'est quand même une des séries qui m'a marqué cette année. Gaspard et Walid, Non, mais je vais pas faire très long. Moi, j'ai pas aimé la série, mais l'aspect un peu déceptif, c'est que en fait, la personne qui fait La Fièvre est aussi le créateur de Baron Noir, qui est une série que j'adore et pour lequel je trouve que l'écriture est beaucoup plus fine et intéressante. Là, non, mais je vais pas faire très long. Je veux juste dire que sur l'écriture, ça me va beaucoup moins. Sur les thématiques de fond, de la manière dont ça l'aborde, je trouve que ça passe un peu à côté de son sujet, que ça crée un peu des équivalences entre
prendre les extrêmes, des choses comme ça, où voilà, c'est pas forcément ma vision des choses. Et au-delà de ça, en termes d'écriture des personnages, moi j'avais un peu de mal avec l'aspect un peu les deux femmes qui sont des génies, mais pour les faire passer pour des génies, il faut que tous les autres personnages soient un peu des énormes débiles qui n'y connaissent rien. En fait, je trouve que écrire une série sur un duel entre deux génies, un peu là c'est de la communication, de l'influence des opinions, ça demande quand même des grandes compétences, qualité d'écriture qui ne sont pas là, je trouve. Voilà, c'est juste ça, moi, où je reste en dehors, mais c'est plus de l'ordre de la déception, où je m'attendais à beaucoup mieux parce que j'aimais la thématique de la série, j'aimais, comme tu l'as dit, le cadre dans lequel ça s'inscrit avec le football, qui est quand même un peu une arène un peu qui représente, entre très grosses guillemets, mais la société et certains de ses travers. Donc voilà, donc c'est juste plutôt de la déception. Alors, mon top 2, je suis hyper contente d'en parler. C'est la série The Bear, qui est une série que j'adore et que j'attends avec impatience chaque année. Donc il y a 3 saisons. La première saison que j'ai trouvée exceptionnelle. La deuxième saison que j'ai trouvée un petit peu molle parce que en fait je trouve que donc c'est une série qui parle d'un cuisinier qui va récupérer le resto de son frère. Ce chef était avant un chef dans un resto gastronomique et en fait il vient récupérer un peu la cabane à sandwich de son frère il essaye d'en faire un truc un peu quali. Et donc je trouve que la saison 2 est un peu moins bien que les deux premières la saison 1 et la saison 3 parce que en fait ce qui est génial dans cette série c'est que je trouve que ça parle quasiment que de cuisine en fait et qu'il y a des personnages qui vont être développés mais ça va jamais vraiment trop s'écarter du sujet principal qui est la cuisine et je trouve que dans la saison 2 ils ont voulu revenir à un style de série un peu plus conventionnel avec un personnage qui a une histoire d'amour et en fait je trouve que du coup ça ils le font pas très bien et surtout il y a plein de séries qui sont capables de parler de ça et moi peut-être que parce que je suis passionnée de cuisine et je trouve que c'est un monde fascinant du coup j'adore la série et j'étais hyper contente que dans la saison 3 ils y reviennent complètement avec même un premier épisode qui je pense pour certains a été probablement un peu de la branlette intellectuelle mais que moi j'ai adoré parce que c'est vraiment une série un premier épisode avec juste des images d'un mec qui est en train d'essayer de faire les plus beaux plats et des œuvres d'art et il n'y a pas de dialogue et moi j'ai trouvé ça génial mais parce que j'adore la cuisine et je comprends très bien que ça puisse être hyper chiant pour d'autres et surtout je trouve que il y a vraiment des personnages qui étaient des personnages complètement secondaires qui sont développés là dans la saison 3 et qui sont hilarants que c'est des personnages qui sont pas sexy mais qui restent en fait hyper attachants et voilà et je trouve que tout l'univers d'un resto ça fait qu'il y a quand même c'est une série qui a beaucoup de rythme et que voilà ça se regarde hyper bien et j'adore quoi. Moi, juste pour rebondir sur cette saison 3, moi, j'ai trouvé que... Ouais, je pense qu'il faut aimer la cuisine. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des épisodes vraiment trop what the fuck, où il y a vraiment des épisodes où je me suis dit, je peux plus, je vais craquer. Et pourtant, vraiment, j'adore cette série, et à l'inverse, il y a plein d'autres épisodes que je garde en mémoire et que j'adore. Mais là, cette série, surtout le début, pour moi, c'était un peu poussif. Gas, je pense que t'étais assez aligné. Ouais, moi, juste pour dire pourquoi je l'ai pas mis, parce que j'ai quand même bien aimé, mais je trouve que, sans mauvais jeu de mots, ça commence un peu à utiliser la même recette dans chaque saison, c'est-à-dire la conflictualité entre les équipes, l'humour avec certains personnages, le manque de moyens ou la menace d'avoir moins de moyens d'un moment. Voilà, c'est l'aspect un peu éculé un peu des ingrédients. Putain, je suis en train de faire que des jeux de mots avec le domaine de la cuisine, mais voilà, je trouve que ça commence un peu à être redondant. Voilà, c'est tout. Qui n'avait pas dit son top 2? Je crois qu'il n'y a que moi en fait. Et mon top 2 du coup c'est Iris, une série de Doria Tillier que j'ai découvert sur le tard, du coup qui est sortie en fin d'année, mais que j'ai beaucoup aimé.
Ouais, ça a un côté un peu, enfin c'est très pompeux de dire ça, mais un peu poésie à la Samuel que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture de la série et les scènes qu'elle met en place, les personnages. Le personnage d'Iris, je le trouve génial, et puis le personnage interprété par François Morel aussi. Donc voilà, c'est une série où il n'y a pas forcément la plus grande mise en scène, le scénario le plus développé, mais c'est plutôt du dialogue, de l'humour entre des personnages que je trouve assez attachants, fascinants, intéressants, et qui m'amène du coup à mettre en valeur cette série-là et ce projet-là que j'ai apprécié. Je ne sais pas s'il y aura une suite ou non, mais en tout cas, sur cette première saison, j'ai été assez emballé. Et bah du coup, on finit avec ceux et celles qui n'ont pas dit leur top 1 à ce stade. C'est une série dont j'ai déjà parlé sur ce podcast parce que je l'avais présentée lors de l'épisode bonus sur Série Mania. Donc cette série, ça s'appelle La Messias. Donc comme je le dis, c'est une série qu'on a découvert avec Nina à Série Mania et qu'ensuite on a continué cet été en Espagne parce que c'est une série espagnole, donc on s'était un peu délocalisé en Espagne pour pouvoir capter cette série. Brièvement, cette série, ça raconte l'histoire de filles qui sont un peu kidnappées par leur mère qui est un peu malade mentale et qui est fanatique de Dieu. Et donc, ça se passe dans le présent. Le frère de ces filles qui sont enlevées, en fait, qui sont sœurs, essaie de les délivrer de leur mère qui est toxique. Voilà. Et en fait, c'est une série donc, que j'avais adoré à Série Mania. Et quand je l'ai continué, j'ai beaucoup moins aimé parce que c'était très très long et surtout j'avais plus l'effet de surprise et que m'avait procuré les 2 premiers épisodes que j'avais vus. Et c'est une série qui est aujourd'hui sur Arte, donc je peux la recommander ouvertement à tout le monde. Donc voilà, c'est assez long, mais l'univers, il est époustouflant. Moi, c'est les 2 premiers épisodes qui m'ont estomaqué et qui me font que je mets cette série aujourd'hui au top niveau de mon classement. Et donc, il reste seulement Nina, en fait. Je crois qu'il n'y a que moi. Donc, c'est sur moi, mon top 1, c'était la série Culte, donc qui parle de la mise en place de la première télé-réalité en France, il me semble. Donc, Love Story. Love Story, ouais. J'arrive pas à le prononcer, pardon. J'ai trouvé que l'histoire était super. Moi, je sais pas si vous, c'était pareil, mais j'en avais pas mal entendu parler par mes parents. Enfin, à chaque fois que je parlais de la télé-réalité, ils me disaient « Ah oui, le Loft ». Enfin bon, bref, donc du coup, rien à voir. Mais voilà, c'était quelque chose qui revenait pas mal, donc j'étais contente de... Et puis en plus, moi, j'ai été hyper fan de télé-réalité. Donc je pense que c'était un sujet qui me donnait envie à la base. Et puis j'étais contente parce que donc moi j'avais envie de regarder cette série parce que j'avais un peu cette affection, j'en avais entendu parler et tout, et j'ai eu l'impression qu'on la regardait ensemble avec nos amis, avec Snéha, et que tout le monde était un peu n'était pas emballé à l'idée de regarder la série, et que finalement ça a plu même, je pense, à vous, à l'idée Gas, alors que Gas, j'ai eu l'impression que toi aussi t'étais pas non plus emballé au départ. J'ai trouvé que c'était hyper divertissant, que c'est hyper rythmé, parce qu'en fait, il y a toujours des nouveaux problèmes qui s'ajoutent et qui sont des problèmes qui ont l'air d'avoir bien existé. Voilà. Donc, je trouve que la tension est hyper bien, que c'est des personnages très différents. J'ai bien aimé la réalisation, le format, les couleurs. Enfin, voilà. Pour moi, c'était hyper complet. J'ai une question pour vous au sujet de cette série. Moi, j'ai l'impression que les gens étaient très positifs sur cette série. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas entendu autant d'avis positifs. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui disent, et je sais pas si c'est votre cas, que c'est un peu l'autopromo de Alexia Laroche-Joubert et que c'est un peu quelque chose qui les a dérangés. Moi, je trouve ça pas si édulcoré que ça, quand même. Enfin, sur l'aspect Alexia Laroche-Joubert, moi, j'avais plutôt l'inverse quand je regardais la série, de me dire, mais comment elle a pu valider ça parce que souvent, en vrai, quand la personne qui a vraiment vécu l'histoire est à la production, c'est un peu un motif de crainte. Là, cette fois, j'étais plutôt à l'inverse d'être surpris de la voir au générique, parce que je trouve que le personnage n'est pas un personnage louable, que tous les aspects détestables, les coups bas, la méchanceté, la cruauté qu'a pu avoir ce personnage-là
elle est montrée frontalement. Elle n'est pas forcément d'ailleurs très justifiée par la série ou on lui donne pas forcément des motifs atténuants pour dire ah mais elle faisait ça mais c'est parce que ça. Non, en fait on nous dit bah voilà c'était ça, ça a mené à ce résultat-là, à ce succès-là, mais c'est pas, ça dit pas forcément que ça méritait, enfin qu'il fallait faire ça, et je trouve que non. Bon, moi je suis pas forcément aligné avec ça. Moi, je suis d'accord avec vous deux que c'est pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'au contraire, comme tu dis, hein, mais qu'elle est plutôt. C'est un peu un anti-héros. Enfin, dans le sens, tu la détestes plus que tu ne l'aimes. Mais par contre, moi, ce qui m'a gênée, qui fait qu'elle est pas dans mon top 3, c'est que je trouve que le personnage homme là qui est Sami Outalbali, voilà, dans la série, en fait il prend une espèce de tournure que j'avais pas du tout anticipée, je trouve, où tu te dis pas trop qu'il y a les éléments au départ pour qu'il pète complètement les plombs, et qui devient après un personnage tellement malaisant que du coup j'ai un espèce de goût un petit peu amer dans la bouche, ça me gêne un peu, notamment le moment où il essaye de, enfin bon bref, je vais pas parler de ce moment, mais voilà. Mais par contre je trouve que faire une série sur la télé-réalité et surtout les coulisses de la télé-réalité, je trouve déjà la télé-réalité c'est quand même fascinant comme invention, et je trouve que les coulisses de la télé-réalité et comment tu peux théoriser de créer des espèces de mondes fictifs, c'est déjà un sujet hyper cool en soi, et en plus je trouve que par exemple le personnage le personnage principal, désolée j'ai plus les références, mais celle qui est dans la enfin un peu le personnage principal, la blonde. Loana. Voilà, elle est hyper bien jouée, et en fait ça la rend très touchante au point que après je faisais plein de recherches en dehors des épisodes pour savoir un peu qui c'était et tout, parce que c'était pas vraiment mon époque. Moi j'ai plutôt regardé Secret Story à mon âge, donc ça faisait déjà pas mal de temps que la télé-réalité existait. Après voilà, je trouve la deuxième chose qui me gêne sur cette série, mais tu me diras ce que t'en penses, c'est que je crois que l'actrice, que la vraie Luana a pas été un peu gênée avec l'image qu'ils ont pu représenter d'elle dans la série, et du coup j'étais aussi un tout petit peu gênée par ça, mais je sais pas si vous avez un truc à dire sur ça. Moi, je l'ai vu en interview, mais après, j'ai peut-être pas vu assez d'interviews, mais moi, quand je l'ai entendu parler, elle avait plutôt l'air de dire que ça l'avait un peu gênée de se revoir comme ça, mais pas tant qu'elle n'avait pas consenti à la création de cette série. Donc ça m'a pas particulièrement... Oui, ils ont racheté les droits de son livre biographique, et après ils l'ont plus jamais consulté. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Mais justement, parce que je pense qu'elle disait qu'elle trouvait ça extrêmement ressemblant, et voire un peu du coup dérangeant, mais voilà. En fait, je trouve que comme c'est un personnage qui a l'air d'avoir, en tout cas dans sa vie, eu un passé psychiatrique assez sévère, je trouve que faire une série sur ce personnage en personnage principal, ça peut être... Enfin voilà, je sais pas à quel point je suis à l'aise avec cette démarche-là de quelqu'un qui est déjà extrêmement fragile, et c'est peut-être le point là qui faisait que je n'ai pas réussi à la mettre dans mon top, mais j'ai quand même trouvé ça génial, et j'ai binge-watché la série avec mon amie Nina. Je pense qu'on en a fini de ce top. Est-ce que vous vouliez juste rappeler vos top 3 très rapidement, parce qu'en fait on les a fait de manière très croisée. Donc moi c'était Mon Petit Renne, Iris et Samuel. Moi c'était La Fièvre, The Bear et Samuel. Moi c'était Homejacking, La Fièvre et Culte. Et moi c'était Samuel, Homejacking, La Messias. Et ben voilà, donc du coup ça vous fait une belle liste, une belle watchlist comme on dit sur Letterboxd, de séries à découvrir ou à redécouvrir si vous les avez déjà vues. Merci à tous et à toutes, et à bientôt. Merci. Salut. Salut.